Qu'est-ce que vous feriez devant ça? Pour certains d'entre eux, c'est peut-être déjà fini. D'autres s'en sortiront vivants. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pour ça, téléportons-nous dans l'Antiquité. On est en 79 sur une plage ensoleillée. On n'est pas bien là, sur la plage au soleil, devant cette magnifique vue sur le Vésuve? Attends, quoi? Mais Ellie, c'est Pompéi! On est dans l'Antiquité là, et ce volcan va décimer un quart des habitants! On fait quoi? Ok, pas de panique. Contrairement aux idées reçues, c'est ni la lave ni l'explosion qui a fait le plus de victimes, mais les mauvaises décisions que les gens vont prendre. Résumons nos options. On peut tenter de se cacher dans un bâtiment, c'est ce que beaucoup ont fait, et c'est pas une bonne idée. À cause des cendres? Pas exactement. Un simple nuage de cendres aurait pas causé autant de ravages. Les gaz sont toxiques et les particules viennent encrasser les poumons. Bien calfeutré chez toi, ça passe. Ce qui a causé le plus de morts, 60% des victimes, c'est la nuée ardente. Mélange de gaz, de cendres et de roches dépassant les 400 degrés. Ça va dévaler les pentes du volcan à plusieurs centaines de km/h et ravager toute la région. Suivant la consistance, ça peut être carrément d'énormes rochers. Bref, ça balaye tout sur son passage. Aucun bâtiment classique ne peut y résister. De toute façon, si ça vous atteint, c'est la mort instantanée à cause de la chaleur. L'étude des squelettes à Pompéi a montré qu'une partie des habitants avait vu leur sang bouillir et leur crâne exploser sous la pression sans avoir eu le temps de réagir. Les autres ont été asphyxiés par la fumée avant d'avoir eu le temps de cuire vivant. Voilà, donc je ne veux pas finir comme ça. On peut peut-être essayer de prendre la mer, non? C'est une option, sauf que l'éruption va causer un tsunami. En plus, les vents soufflent de face, c'est difficile de sortir du port. Si certains vont réussir à s'échapper comme ça, beaucoup seront retrouvés morts sur la côte. On fuit vers le sud alors, à l'opposé du volcan. Ça peut fonctionner, mais il faut aller vraiment loin. En fait, le vent souffle de ce côté, ce qui déplace la nuée ardente vers nous. La ville de Stabi, 16 km au sud de Pompéi, va aussi être recouverte sous plusieurs mètres de débris. L'idéal, ce serait d'aller au sud-est. Mais on va quand même pas aller face au volcan pour rejoindre Naples, si? Dans ce cas précis, c'est pas une si mauvaise idée. Si on se dépêche, on va esquiver les coulées de lave. D'accord, elles sont destructrices, mais c'est visqueux et ça coule pas vite. Excellent, ça c'est de l'esprit de survie. Par contre, ça fonctionnera pas pour tous les volcans. Non, bien sûr. Par exemple, quand il y a de l'eau, de la pluie ou de la neige, ça peut provoquer des lahares, une sorte de maxi-vague de boue bouillante. Dans ces cas-là, vaut mieux être en hauteur. De manière générale, faut éviter d'être en contrebas ou proche d'une rivière. C'est là que vont les débris et la violence de l'explosion va faire déborder l'eau. Et surtout, faut se tenir informé, savoir si c'est nécessaire d'évacuer ou pas. Prendre sa voiture peut être catastrophique. Le moteur va s'encrasser à cause de la cendre et on se retrouve perdu au milieu de nulle part à étouffer. Bon, je vois que vous êtes prêts. Simulation suivante. Comment survivre à un tsunami? Tu trouves pas que la mer a vachement baissé d'un coup là? On voit presque le récif. Ce bruit sourd au loin. On doit pas rester là. Le niveau de la mer qui monte ou qui descend subitement, c'est un des signes les plus connus des tsunamis. Attends, s'il y avait vraiment une vague de 30 mètres là qui nous fonçait dessus, on devrait la voir arriver, non? La mer est vachement plate. Au contraire, c'est ça qui est vicieux. En fait, un tsunami, c'est juste une vague comme les autres, en version extrême. Et une vague, c'est pas vraiment de l'eau qui bouge, mais de l'énergie qui se déplace dans l'eau. Quand c'est le vent qui les provoque à la surface, on les voit plutôt bien. Mais ce qu'on appelle tsunami, ça a des origines bien plus violentes. Éruptions volcaniques, glissements de terrain, tremblements de terre, etc. L'énergie déployée est absolument énorme, mais l'onde de choc se déplace en grande partie sous l'eau. Si t'es en pleine mer, c'est pas dit que tu réalises ce qui se passe sous tes pieds. Ça, par exemple, c'est un bateau qui passe sur le tsunami qui va provoquer la catastrophe de Fukushima. Et c'est pas hyper impressionnant. L'eau peut s'élever que d'1 mètre ou 2 à la surface, pourtant la vague avance à plus de 800 km/h. L'endroit le plus en sécurité, c'est au milieu de l'océan. Pourquoi on conseille pas aux gens de fuir en bateau? Ceux qui y sont déjà ne doivent surtout pas revenir, mais prendre le large maintenant, c'est du suicide. En approchant de la côte, la mer est moins profonde, donc l'énergie s'écrase contre le sol et ça ralentit la vague. Sauf que toute cette puissance s'accumule au même endroit. Comme il n'y a plus de place en profondeur, elle grimpe, et c'est ça qui provoque ces murs d'eau. Puis la vague s'abat sur le rivage et vient tout inonder. En fait, c'est exactement le même principe qu'une marée, mais dans des proportions absurdes. Alors on fait comment pour s'en sortir? Le premier truc qui fait la différence entre la vie et la mort, c'est la vitesse de réaction. C'est pour ça que la plupart des endroits à risque ont des systèmes de prévention qui scannent les fonds marins. Donc normalement, s'il y a un vrai danger, on devrait entendre les sirènes sonner sur la côte. Mais c'est pas infaillible, et surtout, parfois, pas assez rapide. Par exemple, on sait que le nord-ouest des USA, le Washington et l'Oregon seront un jour frappés par un tsunami. Les plaques sont juste au bord des côtes. La vague va mettre 15 à 30 minutes à atteindre la civilisation. Même si l'alarme est rapide, ça laisse pas beaucoup de temps. La règle est simple, faut être loin et en hauteur. De préférence sur la chose la plus stable à disposition. Un immeuble en béton, une grande colline, quelque chose qui va pas s'effondrer ou se retrouver sous l'eau. Le top, c'est s'il y a des infrastructures faites exprès pour ça. Genre ces tours, des bâtiments designés pour laisser passer l'eau ou ce genre de capsules de survie. Il y en a
sûrement beaucoup qui se souviennent du tsunami de 2004 qui a ravagé l'océan Indien et tué plus de 227 000 personnes. La hauteur absurde des vagues qui ont parfois dépassé de 50 mètres le niveau de la mer. Ça a pesé dans la balance, mais ce qui a coûté autant de vies, c'est le manque de préparation. À la fois, les gens n'ont pas compris ce qui se passait et les infrastructures n'étaient pas faites pour tenir. Évidemment, le pire c'est d'être pris par surprise. Dans ces cas-là, si votre survie est une question de secondes, cherchez en priorité des prises où vous accrochez pour ne pas être emporté par le courant. Un arbre par exemple, c'est mieux que rien. Ou en dernier recours, un objet qui flotte et qui peut servir de radeau de fortune. Pensez aussi à protéger votre visage. Si vous êtes frappé par un objet et que vous perdez connaissance, c'est fini. Si les vagues sont pas trop hautes, mieux vaut être au premier étage d'une maison que dans une rue écrasée par une voiture ou projetée contre un mur. Et surtout, une fois la vague passée, faut pas se détendre, car va y en avoir d'autres, et généralement les suivantes sont plus grandes et plus puissantes. Si votre position est mauvaise, faut profiter des quelques minutes de répit pour se mettre à l'abri. Mais surtout, ne pas sous-estimer la puissance du courant d'eau qui se retire et peut aussi vous emporter au large. Dernier détail, les pires tsunamis peuvent durer plusieurs jours. Dans ces cas-là, avoir des provisions, ça peut aider à attendre l'arrivée des secours. Allez hop, simulation suivante. Ah non, pas ça. Pas de panique, statistiquement, faudrait qu'on prenne l'avion tous les jours pendant plus de 100 000 ans pour avoir un accident mortel. En plus, il y a à peine 20% d'entre eux qui surviennent pendant le vol. La quasi-totalité du temps, c'est au décollage ou à l'atterrissage. Là, on est vraiment tranquille. Ah, bon. Déjà, est-ce qu'on est bien placé dans l'avion? Le Times a analysé 35 ans de crash et ils sont unanimes. On s'écrase généralement cockpit en premier. Statistiquement, on a plus de chances de survie à l'arrière. Mais le top du top, c'est les rangées du milieu, mieux protégées. Donc si on est en première classe, le mieux c'est de s'infiltrer dans la cabine et de forcer l'avion à se poser à l'envers. Quoi? Mais pas du tout. Bon, déjà, toi, tu peux pas y faire grand-chose. C'est quasi exclusivement dans les mains du pilote. S'écraser sur une montagne ou piquer dans l'eau, personne n'y survivra. Sur un terrain bien plat, on commence à avoir de l'espoir. Mais même si l'avion n'est pas pulvérisé, tu ne peux pas y survivre. Il faut absolument que tu apprennes la position anti-crash. Ça change un peu selon les pays, mais l'idée, c'est de se pencher, poser sa tête contre le siège de devant, les fesses en arrière et mettre les pieds bien à plat au sol. Ça limite les mouvements de vos membres et évite que vous vous fracassiez le visage. Et bien sûr, gardez sa ceinture. Et ça, même quand il y a juste de petites turbulences. Je vous raconte pas le nombre de morts ou de blessés, de gens qui ont juste décollé et se sont fracassé le crâne sur le haut de l'avion. Par exemple, lors du crash du vol Lamia de 1933 en 2016, l'un des 6 survivants va expliquer que dans la panique précédant le crash, les gens se levaient de leur siège et criaient quand lui s'est contenté de suivre le protocole de sécurité. En 2012, il y a aussi eu le crash test fait par Boeing. Ils ont envoyé volontairement un avion s'écraser rempli de mannequins dans diverses positions. Résultat, à l'arrière, ils étaient en meilleur état. Ceux en position de sécurité aussi. Ok, mais si je sais qu'on survivra pas au crash, pourquoi est-ce que j'ouvre pas juste la porte pour sauter en plein vol sans parachute? Je mets les pieds bien droits pour plonger dans l'eau, tranquillement. Alors non, on a déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pas une bonne idée. En plus, même avec un parachute, ce serait pas si utile. L'avion vole trop et trop vite, impossible que les gens s'organisent pour sauter. Et en plus, les portes sont bloquées à cause de la pression, c'est ça? À une altitude de croisière, oui. Après, si l'avion est en train de descendre, c'est techniquement possible, juste c'est moins risqué de faire confiance à l'avion. Ouf, ok, on a survécu au crash. Mais c'est pas fini, faut encore sortir de l'appareil. Les gens paniqués peuvent être très dangereux. Il faut s'aider, rester organisé, laisser les bagages derrière soi, sinon tout le monde sera ralenti. Or, s'il y a un incendie ou si la carcasse coule, va falloir faire vite. S'il y a de la fumée, suivez les marqueurs lumineux au sol. Il y a un super exemple pour le montrer. En janvier de cette année, 2 avions se sont rentrés dedans sur la piste de l'aéroport Haneda à Tokyo. Le choc est impressionnant, seules 3 des 8 sorties de secours vont s'ouvrir. Pourtant, grâce à l'organisation du personnel, l'intégralité des 379 passagers vont sortir sains et saufs de l'appareil. Encore une preuve qu'écouter les consignes, ça sauve des vies. C'est comme quand on te dit de pas gonfler ton gilet de sauvetage avant d'être sorti, parce que si jamais l'avion coule, tu peux te retrouver bloqué. Il y a un cas très connu, c'est celui du vol Ethiopian Airlines 961. En 1996, l'avion se fait détourner par des pirates. Après s'être retrouvé à court de carburant, il atterrit proche des côtes, sain et sauf. Sauf que l'eau commence à entrer. Sous la panique, une partie des passagers activent leur gilet tout de suite, ils n'y survivront pas. Il n'y a plus qu'à attendre les secours. Sur place, peut y avoir d'autres dangers, si vous êtes en pleine forêt tropicale par exemple, mais n'ayez pas peur des requins en pleine mer, vous les intéressez pas. Certains d'entre vous ont peut-être été marqués par le Cercle des Neiges, l'histoire du terrible crash en Cordillère des Andes. Ça, c'est vraiment des circonstances exceptionnelles. La plupart du temps, on est capable de retrouver la position de l'avion qui s'est posé en catastrophe dans un lieu dégagé. C'est quoi? Je me sens plus rassuré pour mes prochaines explorations grâce à toutes ces astuces de survie. Et faut pas s'arrêter en si bon chemin. Allez faire un tour sur Science Trash, ils se sont demandé qu'est-ce qui se passerait si une bombe nucléaire tombait sur Paris et comment y survivre. Allez, cliquez ici.